Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Le cinéma, c'est vraiment un art que j'adore. Tout se mélange. Les émotions, les mots, les décors, la lumière, les costumes, la musique et j'en passe. Il y a des films qui nous marquent plus que d'autres. Matrix en fait partie. Film de science-fiction réalisé par les sœurs Wachowski et dont le premier volet est sorti en France en 1999. On y découvre l'histoire de Neo et ça bouscule un peu. Pour vous faire un résumé très rapide du film, on découvre le personnage de Thomas Anderson, programmeur anonyme le jour, qui devient Neo, pirate informatique la nuit. Il est l'un des plus recherchés du cyberespace. Assailli de doutes, il reçoit des messages mystérieux cryptés d'un certain Morpheus. Qu'est-ce que c'est la Matrix ? Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Maëlle pour discuter du film Matrix et de pourquoi est-ce que c'est un film qu'on aime et qu'on adore. Du coup, Maëlle, comment est-ce que toi t'as connu le film Matrix ? Ça remonte à pas mal de temps. J'avais 11 ans quand il est sorti en 99 au cinéma. Je ne l'ai pas vu en salle. D'ailleurs, ça a été compliqué de le voir. C'était un peu le film que je recherchais, mais j'en entendais beaucoup parler à gauche, à droite. Et je ne l'ai pas vu d'une traite. Je me rappelle j'ai des souvenirs de voyages scolaires où on regardait Matrix dans le bus. Donc je devais être fin primaire, je pense peut-être début collège. Et c'était un peu le film à voir, tout le monde en parlait, mais je ne l'ai pas vu en entier dans le bus. Et j'ai dû le voir après ensuite pour de bon, peut-être 2-3 ans après. Et ça a été un gros coup de poing dans la tête, comme quand Neo se bat contre les agents, l'agent Smith notamment. Mais ouais, non, c'est vraiment un film qui m'a marqué. J'avais ensuite eu les DVD que mon père avait achetés, parce qu'il y a 3 films. On va principalement parler du premier, qui a un peu révolutionné le monde du cinéma. Donc je ne saurais pas te dire exactement quand je l'ai vu et où je l'ai vu, mais en tout cas, c'était en plusieurs fois. Ouais, moi aussi, c'est un peu pareil, parce que quand il est sorti, j'avais 8 ans et demi, 9 ans. J'étais pas le public, hein. Clairement, mais c'est vrai que dès sa sortie, j'en entendais beaucoup parler, parce que ma sœur est un peu plus âgée que moi, mon frère est beaucoup plus âgé. Tu voyais les infos en parler, tu voyais les affiches dans la rue. Enfin, franchement, c'est un phénomène qui est sorti cette année-là. Moi, c'est pareil, je l'ai pas vu tout de suite du tout. Je pense que j'ai dû le voir peut-être 3-4 ans après, mais comme toi, par bribes, parce que j'avais genre 12-13 ans, donc d'une part, je comprenais rien. Et d'autre part, je crois que le premier film, il est long aussi. Je tenais pas la distance, quoi, on va dire. Et puis en plus, tout me paraissait bizarre. Enfin, t'as un mec qui est dans un bureau, quelques minutes après, il est en train de choisir entre une pilule bleue et une pilule rouge. On lui dit de suivre un lapin. Après, il se retrouve dans une queue où c'est tout visqueux, c'est trop bizarre, tu vois. Et donc, moi, mes premiers souvenirs de Matrix, c'est un peu ça. C'est genre, mais il est bizarre ce film. Et en même temps, il m'hypnotise, tu vois. Ouais, c'est les premiers trucs qui me viennent. Donc, comme toi, je l'ai vu par bribes, je comprenais rien, mais j'étais hyper intriguée. Et après, je me souviens que plus tard, je crois qu'on avait aussi les DVD à la maison. Je l'avais regardé peut-être avec mon frère ou mon cousin, je t'avoue que je sais plus trop. Mais je l'avais regardé en entier et j'avais toujours rien compris. Je devais avoir genre peut-être 15-16 ans, un truc comme ça. Mais je me souviens qu'un an après, en cours de philo, parce que j'ai fait une filière littéraire en L. Oui. Et du coup, en cours de philo, on a regardé Matrix. C'est un film hyper philosophique, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment découvert et compris ce que c'était Matrix, quoi. C'est ça qui est fort. Ça a été un objet d'étude ensuite. Là, on parlait des premières fois de visionnage, mais c'est vrai que moi, ça m'a marqué. Et en effet, comme tu le disais, j'ai pas compris grand-chose au film initialement. Par contre, j'ai été marqué par plein de choses. Il y a quoi qui t'a marqué en premier lieu ? Bon, on va pas se mentir, c'était les scènes d'action, les effets spéciaux. Les chorégraphies des combats, c'était incroyable. Super stylé. Les ralentis aussi, tous les ralentis sur les scènes de combat, sur les balles, c'était ouf. Je crois que j'avais jamais vu ça au cinéma, je crois. Ouais, donc carrément les scènes d'action. Ensuite, la musique que j'ai adorée. C'est vrai, assez électronique du coup. Je crois que c'est Don Davis qui a réalisé la musique des 3 premiers films, peut-être du 4e aussi, parce qu'il y en a un 4e.
Et puis ensuite, ouais, c'était vraiment tout l'univers, assez dark, punk, cyberpunk, ces images un peu noires, vertes, très calibrées. Ouais, puis aussi, le film, du coup, il est sorti en 99, donc c'était aussi en plein boom informatique pour notre monde à nous, où vraiment, Internet arrivait Ouais. à grands pas chez nous, dans nos maisons, partout, à l'école et tout ça. Et aussi, il est sorti juste avant, je sais pas si tu te souviens, le boom de l'an 2000. Bien sûr, il s'est fait exprès, je pense. Je pense aussi, mais c'est ça aussi qui était hyper marquant pour moi, c'est de me dire waouh, mais en fait, attends, ce qu'on est en train de vivre, alors qu'on n'avait aucune conscience encore à l'époque que Internet allait être ce que c'est aujourd'hui. Ouais. On était déjà en mode waouh, c'est révolutionnaire, comment c'est possible, alors que même dans le film et dans notre vie, on avait encore les gros PC, tu sais. Les smartphones n'existaient même pas, enfin. Et oui, C'était déjà fou en fait. On mettait un quart d'heure à se connecter à l'internet pour aller sur la toile, comme on disait à l'époque. Et ouais, non, en effet, je pense que voilà, beaucoup de gens ont appréhendé ce passage à l'an 2000, le fameux bug qui n'est finalement jamais arrivé, mais il y avait tout ce rapport à l'informatique, aux machines. C'est un sujet après central du film qu'on parlera tout à l'heure, mais ouais. Puis également, ce qui m'a marqué, c'était aussi les costumes, les décors, les habits des personnages de Neo, Trinity, tout en cuir, noir. Tout en cuir latex noir, c'était incroyable ça. Les coiffures aussi. Il y a une scène qui m'a marqué vers la fin du film. Ils sont en mission sauvetage pour libérer Morpheus. Et là, ils passent des... comment on appelle ça, détecteurs de métaux. Ouais. Et ils sont chargés de flingues, et puis d'un coup, t'as Neo et Trinity qui sortent des flingues de tous les côtés, et t'as la musique qui arrive, et là, ça part en pirouette de partout, c'était incroyable. Ouais, la scène, elle est folle. Les balles qui sifflent de partout, les murs qui se fracassent, quoi, c'était... Puis même, on le disait un peu tout à l'heure, mais tout ce qui est chorégraphie, la gestuelle, les chorégraphies, aussi pendant les combats, mais juste même leur manière de marcher, tu vois, ils sont hyper badass, t'es en mode... Je veux être eux, en fait. Ouais, très... Poussez-vous, je veux être comme eux, quoi. Dénués d'émotions, des personnages assez fermés. Ils sont froids, ouais. Ouais, très froids. Et ouais, non, c'était assez fou. Puis en effet, on parlait des effets spéciaux, mais ouais, le fameux bullet time, donc, qui n'a pas été inventé par les sœurs Wachowski, mais qui a été grandement mis en avant, en tout cas par ce film. Pareil, la scène où un agent tire sur Neo et il y a la caméra qui tourne et les balles arrivent au ralenti, c'était assez fou pour l'époque. Puis ouais, toute la photographie, la colorimétrie du film, où tout est un peu vert justement, tout est très sombre. Enfin, franchement, il y a des photos du film. Tu t'en souviens, enfin tout le monde se souvient de certaines scènes de ce film-là, quoi. Alors que ça soit effectivement la fameuse scène au ralenti où Neo vraiment se courbe pour éviter les balles, enfin celle-là, mais elle est mythique. La scène dont t'as parlé, là où ils enlèvent tous leurs flingues, ils ouvrent leur grand manteau et tout, en mode mais waouh. Et puis surtout aussi cette fameuse scène où t'as l'écran de Neo avec toutes ces lignes de code en vert là, qu'on retrouve d'ailleurs un peu tout le long du film, pour rappel. Donc, carrément, pour tout te dire, moi j'avais installé ces lignes d'un code entre guillemets en tant que, comment on appelait ça, un écran de veille. Ouais. Sur ma vieille tour chez mes parents. Sous le vieux Windows 2000. Puis j'avais des fonds d'écran aussi Matrix avec les personnages. C'était complètement dingue. Même des mots de passe qui sont encore actuels où j'utilise certains mots du film. C'était fou. Ouais, ça nous a vraiment tous marqués, et peut-être encore plus notre génération à nous qui avons vécu avec... cette mise en place de toute cette informatique. On a grandi avec ça, et on a grandi avec Matrix aussi, parce que c'est vraiment un film qui est sorti quand on était jeunes, mais qu'on a appris à connaître et à décrypter. Et par contre, j'ai aucune prétention là-dessus. Je pense qu'il y a encore plein de trucs que j'ai pas compris et où je passe complètement à côté. En effet, c'est bien de le dire, on n'est pas là pour détailler et faire une analyse approfondie du film ou de la trilogie originelle. Mais voilà, il y a plein de vidéos sur Internet où vous allez pouvoir approfondir un peu tous les sujets qui sont développés dans le film. Mais voilà, nous, on va parler de ce qu'on a aimé et puis un peu des questions qui ressortent dans les grandes lignes. Ouais, là c'est sûr que cette première partie de l'épisode, c'est assez superficiel. Voilà, on parle vraiment du cinéma, de ce qu'on voit, de l'image, de ce qu'on entend, de ce qu'on peut ressentir aussi. Mais c'est vrai que Matrix, c'est bien plus profond que ça.
C'est vraiment un film philosophique, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été étudié et qu'il est encore, je pense, étudié dans certaines classes. Ouais, c'est possible. Il y a beaucoup de moments marquants, c'est vrai que c'est un film c'est un film dans un film en fin de compte, parce qu'il y a une première couche du film où voilà, c'est beau, c'est très visuel, c'est des scènes d'action de fou, et puis il y a une autre couche dans le film où il y a vachement un aspect donc philosophique comme on l'a dit, mais aussi très religieux et très critique de la société, critique politique. Il y a aussi un peu de critique en termes de genre, de sexualité, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent, donc c'est vrai qu'il y a un film de surface et un film un petit peu plus profond. Après, c'est ce qui est fort avec cette trilogie, c'est que, bon, on va parler principalement de la trilogie, même si, comme on disait, il y a un film qui est sorti en 2021, Matrix Resurrection, le numéro 4. C'était assez fou, tous ces sujets qui sont abordés. En effet, gamin, c'est pas les choses qu'on retient forcément, comme on l'a dit. Mais en tout cas, ça met une claque et ça fait réfléchir. Et ce qui est fort, je pense, de la part des réalisatrices, c'est vraiment que chaque personne a sa propre vision, a sa propre grille de lecture du film. Il y a différents sens et donc chacun se fait son idée en fait. Et c'est ça qui est fort dans le cinéma et encore plus dans ce genre de film. Après, c'est sûr qu'il y a aussi des sujets philo et religieux qui sont entre guillemets universels, mais effectivement, chacun a son libre arbitre et interprète les choses comme il le souhaite. Mais moi, je me souviens que justement, en cours de philo, ce qui était beaucoup ressorti, c'était un miroir de la caverne de Platon. Il y a eu beaucoup de théories là-dessus, en effet. Comme quoi, on est dans un monde dans lequel il peut y avoir 1, 2, voire plusieurs niveaux de réalité. Ouais. Et que, en fait, chacun voit sa réalité là où elle s'arrête, au final. Que ça pose vraiment la question de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Peut-être que toi, tu vois des choses que moi, je ne vois pas. Et est-ce que pour autant, ça veut dire que ce n'est pas vrai? Et moi, je sais que ça, c'est un des premiers trucs en cours de philo où j'ai compris ça et on me l'a appris, forcément. Mais où je m'étais dit, mais ouais, en fait. Et ça, c'est quasiment... c'est même tout le long du film où t'as vraiment cette analyse avec la caverne de Platon qui est là tout le temps, en fait. Ouais, ça pousse les spectateurs à la réflexion, en fait. À ouvrir les yeux sur certaines choses, à réfléchir par soi-même. Il y a toutes les questions du libre arbitre qui sont aussi abordées dans le film. Il y a vraiment plein de thèmes. Après, en effet, les films reprennent plein de thèmes universels qu'on peut retrouver également dans Star Wars, notamment dans les grandes séries de films de science-fiction. Voilà, ça parle de mythes, de leaders, d'un sauveur de l'humanité, d'amour, de prophétie, de légende. C'est vraiment de rébellion, d'esclavagisme. C'est vraiment des thèmes qu'on retrouve dans énormément de films, mais là qui sont condensés quand même. Ouais. Et puis surtout qui sont condensés dès le premier film. Ouais. Parce que oui, on est plus parti sur la trilogie, mais particulièrement sur le premier film en fait. Bien sûr. Donc on disait que le premier du coup sort en 99 et ensuite il y a donc 2 suites, Matrix Reloaded et Revolution, qui sortent la même année. C'est assez unique. En mai 2003 et en novembre 2003 pour Matrix Revolution. Du coup, il y a une phrase aussi de Keanu Reeves que j'ai... Alors, Keanu Reeves, bon, je pense que tout le monde le sait, mais c'est l'acteur principal de Matrix, c'est celui qui joue Neo. Qui joue Neo, exactement. C'était intéressant parce que tous les acteurs dans le film n'étaient pas forcément très connus à l'époque. C'est vrai, ça. Ils sont quand même devenus d'immenses stars, notamment Keanu Reeves et Lawrence Fishburne qui joue Morpheus, Carrie-Anne Moss, un peu moins. Donc Keanu Reeves disait que le premier film parlait de la naissance, le deuxième de la vie et le troisième de la mort. Voilà, c'est un peu une phrase qui résume ou pas, parce que voilà, après, comme on disait, chacun a sa propre interprétation des films. Mais en tout cas, à la base, les sœurs Wachowski avaient en tête de réaliser 3 films. Elles attendaient de sortir le premier pour voir si ça allait marcher. Et c'était voilà, il a cassé le box-office. C'était un immense succès. Ils ont donc pu sortir les suites ensuite en 2003 avec beaucoup plus de budget, notamment dans Matrix Reloaded. Pour une petite info comme ça, ils ont réussi à construire une autoroute. Il y a une scène de poursuite sur une autoroute. Ils ont construit
3 km d'autoroute pour une scène et ça a coûté 3 millions de dollars. Il y a eu 45 jours de tournage rien que pour cette scène. Ça paraît complètement démentiel, c'est assez fou, quoi. Bah, surtout pour l'époque aussi. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà beaucoup de gros films et de grosses productions, etc. Mais il n'y en avait pas autant qu'il y en a aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître un peu anodin, tous ces chiffres, et de se dire, ouais, on crée une autoroute, machin et tout, parce que il y a même des films où on vide des villes entières pour pouvoir filmer dedans. Donc c'est vrai que tu te dis, bon, c'est bon, c'est rien. Mais pour l'époque, c'était où, quoi, dans les années 2000 ? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de réalisateurs et de productions qui ont permis ça, en fait. Non, carrément. Non, ça a été un immense succès. Et tout ça pour une scène. Ouais, c'est ça. C'est une scène qui dure pas mal de temps dans le film. Mais en effet, c'était assez fou. Moi, j'ai personnellement adoré le premier. Je pourrais le regarder quasiment tous les ans. J'ai bien aimé les suites, mais quand même, j'étais un peu perdu par toutes les scènes qui sont filmées avec les machines qui attaquent la ville de Sion. Ça durait trop longtemps pour moi. C'était un peu too much. Après, j'ai adoré les scènes d'action qui sont folles dans les 2 et 3. Je pense que beaucoup de gens ont ressenti ce sentiment un petit peu, même si les 2 et 3 sont des films à voir. De toute façon, il faut voir la trilogie, même si le premier est quand même unique en son genre. Bah, c'est sûr que de voir la trilogie, ça te permet de voir l'œuvre en complet, d'avoir vraiment tous les tenants et aboutissants de l'histoire qui a été pensée et écrite comme ça, de toute façon. Ouais. Mais oui, comme tu dis, le 1, mais je pense qu'aussi, il y a ce côté où il a tellement cassé des codes, été révolutionnaire dans son genre, que le premier aussi, on a un attachement particulier à celui-ci, tu vois. On parlait un petit peu tout à l'heure, tous les aspects marquants qu'on a pu avoir. J'ai j'arrive pas à dire, un petit peu introduit ce truc de philosophie, notamment avec Platon. Ouais. Est-ce que toi, il y a d'autres points marquants dans ce style dont tu aimerais parler ? Déjà, ouais, on parlait des aspects religieux, philosophiques. Merci Batou. Et Batou qui fait un dodo à côté, il est en train de faire un gros rêve. Peut-être qu'il est dans la matrice, on sait pas. On sait pas trop quelle pilule il a pris. Non, mais déjà, on peut revenir un petit peu sur les noms des personnages. Néo, c'est un anagramme de One, l'élu, donc un peu celui qui doit sauver l'humanité face aux machines. Et de Noé. Et de Noé, exactement. Pour l'aspect religieux, celui qui va sauver plusieurs espèces, notamment là, dans le film, l'espèce humaine, mais ouais. Noé a construit, dans la religion, Noé a construit une arche afin de sauver chaque espèce vivante sur la planète. Puis ouais, c'est un peu la figure christique. D'ailleurs, il y a une scène de fin dans Matrix Revolution où son corps implose avec des lumières dorées, il y a une croix qui apparaît, quoi. Et en opposition à Smith, du coup, qui est un peu l'antéchrist et qui fait figure de grand méchant, qui est l'antagoniste de Neo, mais à la fois les deux sont... ils sont liés, ils se ressemblent en fin de compte. Ils se ressemblent énormément, d'ailleurs, je pense qu'on le comprend bien dans les films. Mais pour en revenir à Neo, sur l'aspect religieux dont tu parles, effectivement, moi je trouve que vraiment il se présente comme le Christ, comme tu le dis, dans le sens où, effectivement, il ressuscite. Il est l'élu pour sauver les gens, pour sauver des humains. Selon une prophétie, il est là pour libérer les hommes. Donc, il a des super pouvoirs. Il vole. Il arrive à se courber à 90 degrés. Et il doit libérer les hommes, ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, il a vachement cette image de sauveur du peuple et sur qui tout repose, comme dans la religion, dans la Bible, etc. Jésus, le Christ est là pour ça, quoi. Ouais. Mais, du coup, il y a vraiment cet antagonisme et à la fois cette ressemblance entre Neo et Smith. On pourrait les prendre comme les deux faces d'une même pièce. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Ensuite, Trinity, la Sainte Trinité, encore ce côté religieux qui revient. D'ailleurs, en parlant de Trinity, moi c'est un personnage que j'adore.
mais je l'adore aussi parce que ça, c'est mon côté féministe. Enfin, une nana qui est représentée en tant qu'homme normal, elle est pas badass. homme masculin, mais en tant qu'être humain, en fait, où mais elle a besoin de personne, elle attend personne, elle est là, elle fait son truc, elle se défend toute seule, elle se débrouille toute seule, elle réfléchit par elle-même, elle a besoin de personne, entre guillemets, pour la sauver. C'est elle aussi qui sauve parfois Neo de certaines bagarres, etc. Elle lui évite des coups qui pourraient lui être fatales. Fatal. Fatal Bazooka. Donc ouais, moi Trinity, déjà jeune, même avant de comprendre un peu mieux le film, etc., j'étais déjà en mode waouh, je l'adore, tu vois. Ouais, carrément. Bah, y a leur histoire d'amour voilà, qui est omniprésente dans le film, surtout dans le 4, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Où voilà, il n'y a pas seulement un élu homme, et en effet, il peut y avoir différents élus, et notamment une femme. Et ils sont indispensables l'un pour l'autre. Et pour continuer sur l'aspect du film qui représente tout un aspect religion, alors j'ai oublié le nom de ce personnage dans le film, mais il y a clairement un personnage où c'est Judas. Ouais, le traître, Cypher. Voilà, Cypher. Où lui, il représente Judas, mais à 10 milliards, quoi. Ouais, c'est le vice, la traîtrise, pas du gain, parce que voilà, lui, il veut rester bloqué dans la matrice et manger une bonne entrecôte saignante, ne pas avoir de problème, et pour ça, il trahit les personnages principaux. Il trahit toute son équipe. Donc, carrément, Judas, c'est ça, quoi. Et on a Morpheus, c'est un peu le guide, Ouais. le père spirituel, qui Morphée, du coup la divinité grecque des rêves prophétiques. C'est le sage un peu, Morpheus. C'est lui qui propose la fameuse pilule. Qui explique aussi à Neo, qui lui ouvre les yeux sur ce qui se passe et qu'est-ce que c'est la matrice. Et lui, il est vraiment dans la prophétie un peu très dogmatique, c'est comme ça doit être comme ça. On se rend compte que c'est pas forcément aussi simple. Il y a un peu fermé l'esprit de Morpheus quand même. Puis Lawrence Fishburne est assez pareil, il en impose quoi. Avec, cet acteur est incroyable pour ce rôle. Sa veste en peau de croco là, en cuir noir avec sa cravate et ses lunettes de soleil. Là. Mais d'ailleurs cette scène aussi hyper marquante, quand je parlais tout à l'heure de photographie, donc désolé, je reviens un peu en arrière, mais pas de souci. Cette scène où il propose les pilules et qu'on voit le reflet dans ses lunettes avec bien un côté bleu pour la pilule bleue, un côté rouge pour la pilule rouge. Enfin, cette scène, elle est incroyable. Cette photo, elle est ouf. Ouais, dans le fauteuil en cuir vieux, là, c'est... je l'adore. Le rouge qui ressort du fauteuil avec... non, c'est... Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Il y a d'autres choses, d'autres points que tu voulais voir? Parce que moi, j'en avais noté un autre, plus sur l'aspect philo. Ouais, bien sûr. Notamment avec Descartes. Oui. Et le sujet du rapport homme-machine, que je trouve hyper intéressant, et toujours d'actualité d'ailleurs. Mm-hmm. Mais c'est vrai que dans le film de Matrix... il y a vraiment la question de est-ce que les machines sont au service de l'homme ou est-ce que c'est l'homme qui est au service des machines? Jusqu'où ça va? Est-ce que, en mettant tout notre savoir, entre guillemets, dans la conception des machines, est-ce que les machines ne vont pas avoir plus de savoir que l'homme? Jusqu'où ça va nous mener? Qu'est-ce qui va prendre le pouvoir? Et alors ça, je trouve que c'est un sujet méga d'actualité encore aujourd'hui, étant donné que l'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre monde et dans notre société. C'est vrai que c'est des sujets qui font encore poser question aujourd'hui, qui peuvent faire peur. On a toujours aussi le sentiment de se dire, les machines, oui, c'est nous qui les avons créées, à nous de les utiliser à bon escient, sauf qu'on n'a pas tous la même morale dans la vie. On est tous différents, les hommes n'ont pas toujours tous les mêmes envies, chacun voit midi à sa porte. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, quoi. Ouais, non, carrément, c'est au centre un peu de tous les films, cette critique de la technologie et le rapport qu'on a avec, en fait. Il y a du bien, il y a du mal. Cette dépendance aux machines. Donc, pour pitcher un petit peu, en gros, il y a eu une guerre entre les hommes et les machines. Les machines ont gagné. Elles ont privé les humains du soleil et du coup, maintenant, elles réduisent en esclavage les hommes ou alors leur pompent leur énergie pour s'alimenter. C'est assez complexe, mais voilà, il y a des scènes assez marquantes là-dessus aussi.
Et du coup, bah ouais, ça nous questionne forcément. Jusqu'où on va aller, Ouais. en fait. Et est-ce qu'on pourrait en arriver là? Est-ce que c'est déjà pas le cas? Enfin voilà, ça pose vraiment plein de questions, et c'est vrai que ça pose aussi des questions de... là, ça rentre aussi un petit peu plus en politique, mais est-ce que c'est normal de créer des machines qui tuent des hommes? Notamment des machines de guerre, des armes de guerre. Est-ce que c'est normal? On n'est pas là pour dire oui ou non, juste on pose le questionnement, et c'est des questionnements politiques. C'est exactement ça. On peut parler aussi du rapport au capitalisme, avec cette multitude, voilà, de cette dépendance aux machines qui prennent de plus en plus de place, qui enlèvent des emplois. Le nom de Smith, c'est pas anodin pour moi, quoi. Je pense qu'il y a une référence avec Adam Smith, un des économistes, des penseurs du capitalisme notamment. Il est représenté comme un homme blanc, donc voilà, c'est le méchant de l'intrigue. Il se multiplie avec ses clones à son image, c'est incontrôlable. Carrément, ça fait écho, quoi. Moi, il y avait aussi la question du libre arbitre que je voulais aborder, qui est très présente pour moi dans le film. On parle beaucoup d'autodétermination. Est-ce que cette question de choix, est-ce que vraiment on a le choix en fait dans notre vie de tous les jours, où tout n'est pas déjà écrit en fait? C'est une question assez philosophique. Il y a Descartes, Spinoza qui en parlent beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui moi me parle. Il y a vraiment aussi deux lectures par rapport à ça, par rapport au libre arbitre. Il y a ce phénomène de se dire, est-ce que tout est déjà écrit? Ouais. Et il y a aussi, est-ce qu'on a vraiment notre propre libre arbitre, étant donné qu'on est des humains qui vivons en société? Donc est-ce qu'on n'est pas influencés les uns par les autres, selon notre milieu social, selon où on grandit, la ville, la campagne aussi, ça influe sur les choix, etc. Et je suis complètement d'accord que dans Matrix, il y a vachement ce truc de libre arbitre. Et d'ailleurs, la scène dont on parlait avec Morpheus qui présente les 2 pilules à Neo, est-ce qu'il l'influence pas au final? C'est ça, est-ce que sommes-nous vraiment maîtres de nos décisions et de notre destin en fait? Il y a la question aussi de l'oracle, on n'en a pas parlé, mais qui est là un peu, c'est un programme, mais qui est là un peu pour aiguiller Neo dans son parcours initiatique et les humains en général. Il y a une scène, je sais pas si tu te rappelles, avec le cookie, où elle propose un cookie à Neo, mais elle connaît déjà la réponse. Donc voilà, c'est toutes ces idées qui s'entremêlent. Est-ce que notre moi intérieur n'a pas déjà pris la décision avant qu'on la prenne en fait? Là, on va un peu loin, ça aborde des sujets philo carrément. Moi, je trouve que c'est un des sujets fondamentaux, que ce soit dans le film ou même dans la vie. Enfin, moi, je sais que c'est un truc qui me parle beaucoup, de me dire, mais attends, est-ce que je prends vraiment la décision pour moi, ou pour faire plaisir à un tel, ou parce que j'ai été influencée par ci, par ça, etc. Je trouve ça hyper intéressant, en fait, de juste déjà se poser la question. Après, on peut pas tout le temps se la poser. Mais je sais que c'est Matrix qui m'a fait me rendre compte de ça, quoi. Ouais, non, ça fait réfléchir. Et je pense que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le cinéma d'une façon générale, quoi. J'aime bien, je peux regarder des films pour me divertir et j'adore ça aussi. Mais quand il y a des messages comme ça qui sont un peu cachés, où on a besoin de regarder des films plusieurs fois, je trouve ça super intéressant. C'est la magie du cinéma, quoi. Puis j'adore voir un peu comment ça a été produit, les effets spéciaux qui ont été mis en place. Mais ouais, Matrix, quand c'est sorti, encore une fois, ça a posé beaucoup de questions et ça a révolutionné vraiment le cinéma. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un film qui a fait réfléchir beaucoup de monde, en fait, je pense. C'est pour ça aussi que ça a eu un tel impact, c'est que c'est un film qui a été vu par beaucoup de personnes et qui, du coup, a fait réfléchir énormément de monde et s'ouvrir aussi, un petit peu à la philosophie, aux aspects religieux, enfin, tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. Je pense que c'est principalement ça l'impact que c'est pour ça que ça a eu un tel impact plutôt dans notre société à nous et pour tous les gens qui l'ont vu. Et je suis complètement d'accord avec toi que j'aime autant regarder des films pour me divertir et vraiment poser mon cerveau, comme j'aime autant regarder des films qui vont me faire réfléchir ou qui vont me provoquer des émotions aussi. Mais c'est vrai que dans le cas de Matrix, clairement, c'est un truc où t'en sors et t'es en mode « Oh, attends, je crois que là, il va falloir que je le revoie 3-4 fois. » Ou même que j'aille lire des analyses parce que c'est pas grave de le faire. On le fait, moi en tout cas je le fais. Je suis la première à le faire quand il y a vraiment un film où je me pose plein de questions ou alors je suis pas sûre d'avoir compris. Et je vais aller regarder des analyses sur YouTube.
et je vais me dire ah ouais purée c'est ça, ou alors ah non ça je suis pas d'accord, du coup je vais re-regarder le truc, pour justement avoir mon libre arbitre et voir si je suis d'accord ou pas. mais c'est ça aussi la magie du cinéma, c'est que ça te permet de vivre des émotions et c'est ça qui est beau en fait. Matrix, c'est un logiciel ouvert pour tous et qui porte vraiment à la réflexion. Après, on peut le prendre très premier degré. Si vous aimez la science-fiction, les combats, allez-y. La musique, ça envoie du lourd. Surtout le premier. Après, on peut épiloguer sur les suites. Mais bon, en tout cas, faites-vous votre propre idée. Si vous l'avez jamais vu, c'est pas trop tard. Il y en a 4. Bon, le dernier, on est allé le voir au cinéma ensemble. Il est assez déstabilisant. Moi, je l'avais bien aimé. J'avais bien aimé la première partie. Après, c'est vrai que je l'ai trouvé très frustrant. Après, Mais c'est aussi parce que... Et ça, c'est un sujet qu'on aborde souvent quand on parle de films qu'on a vus quand on était plus jeune. Est-ce qu'aussi on n'a pas été un peu déçus de ce 4e volet parce qu'on a beaucoup la nostalgie des premiers et qu'on a peut-être un peu trop d'attentes? Ouais, puis là, il y avait une des sœurs réalisatrices qui n'était pas là. Du coup, je sais plus si c'est Lana ou Lily qui l'a réalisé toute seule. Mais en tout cas, faut savoir qu'il y a beaucoup de producteurs qui l'ont poussé à faire ce film, à le réaliser. Elle n'avait pas forcément envie. Elle l'a fait pour honorer ses parents qui étaient décédés. C'était vraiment un hommage à ses parents. Puis elle était très attachée également au personnage de Neo, de Trinity. J'ai pas passé un mauvais moment. Je l'ai trouvé un peu... il y a vraiment débat. Les scènes d'action sont un peu décevantes. La musique ne m'a pas porté comme j'ai pu l'être avant. Mais oui, il y a ce côté nostalgique aussi. On est trop attaché peut-être. Puis il y a des films qui ressortent 20 ans après, c'est compliqué. C'est toujours délicat et puis on voit plus avec les mêmes yeux non plus. Ouais, en tout cas, elle a voulu aussi passer un message à l'industrie du cinéma qui fait des films à l'appel, qui se ressemblent beaucoup, qui portent pas forcément à la réflexion. Bon, je vais pas rentrer dans un débat, mais on peut parler des Marvel notamment, qui, après, chacun a sa propre vision des choses. Encore une fois, on n'est pas là pour juger, mais en tout cas, moi, c'est pas le genre de film qui me plaise forcément. Après, elle voulait aussi donner son avis et faire un peu de fanservice, on va pas se mentir. Ouais, carrément. Après, revoir les personnages, c'est toujours cool. Le film est là, il est sorti en 2021, et apparemment c'est pas fini. Il y a peut-être un Matrix 5 qui sortira. Okay. Peut-être sans les personnages principaux, on verra, mais en tout cas il y a tout un univers autour de Matrix également, donc il peut y avoir plein de préquels, des spin-offs, comme ça, ouais. Juste, j'ai pas parlé, il y a aussi une série de films d'animation qui s'appelle Animatrix, qui est sortie en 2003, et ça permet de comprendre un peu plus ce qui se passe entre les films. Quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu qu'à la base, l'histoire, pour expliquer un peu la guerre entre les humains et les machines, c'était un robot au Japon qui s'est rebellé contre son créateur, son maître, entre guillemets, et que... ça a amené à une guerre entre les hommes et les machines. En tout cas, ça explique pas mal de choses qui sont pas forcément détaillées, explorées dans les 3 premiers. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour, à savoir que on n'est pas rentré non plus extrêmement dans le détail. Comme on disait, on n'est pas des critiques ciné, on donne juste notre avis et pourquoi est-ce que Matrix nous a autant plu et marqué. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais si vous l'avez déjà vu, j'espère qu'on vous a donné peut-être envie de le revoir. Et si vous ne l'avez jamais vu, j'espère qu'on vous a donné envie de le regarder. Merci Maëlle d'avoir partagé ce moment. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.